Pour revenir à l'économie, pour moi c'est vraiment terre à terre au niveau économique. Le président Mamadou Coulibaly a dit que 70% des Ivoiriens avaient un seul repas par jour. Et moi c'est ce qui est le plus important. En 10 ans, les 10 dernières années, avant ces 10 dernières années, je n'ai jamais entendu en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens avaient un seul repas par jour. Là c'est devenu un phénomène très grave. Les Ivoiriens ont un seul repas par jour. Comment vous expliquez cela? Moi, je vois l'explication la plus rapide au niveau économique, c'est qu'il y a le problème de l'inflation, c'est-à-dire que les prix ont monté, où les Ivoiriens n'ont plus assez de revenus pour acheter leurs denrées. Mais j'ai l'impression que les deux sont allés en sens contraire, c'est-à-dire que les prix ont augmenté et le salaire des Ivoiriens a également baissé. Ça, je ne sais pas comment ceux qui représentent la majorité présidentielle peuvent me l'expliquer. Donc, je suppose qu'il doit y avoir la corruption qui entre en jeu dans tout cela. Je suppose qu'il doit avoir, je ne sais pas, le prix du carburant, parce que ça a un impact également sur le prix des denrées. En Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'en Afrique, quand même, la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui a le prix du pétrole à la pompe, le prix de l'essence le plus élevé. Et dans ce prix, 60%, c'est de la fiscalité. Je ne sais pas comment on peut expliquer cela. Et ça, c'est les 10 dernières années. Donc j'espère que vous allez me donner une réponse à cela, parce qu'en fait, les Ivoiriens ont faim. Et les 10 dernières années, les Ivoiriens ont faim. 2 minutes. Moi, je m'appelle Chérif Adama. Dans 2 minutes, on me dit. Ok. Vous dites que j'ai posé la question à la majorité présidentielle. Vous dites que sous Bédier, il y avait les surfacturations. Le problème d'Astra, 23 millions de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit sur la majorité présidentielle, moi je pense que c'est n'importe quoi. Il y a le vol par-ci, il y a le vol par-là. En tout cas, tout le monde s'essaie comme ils veulent. On voit même le phénomène des nouveaux riches. Qu'est-ce que vous en dites? Je voulais savoir. Ok, merci. Cher frère, vous avez la parole. Je m'appelle Seri, je suis de la majorité présidentielle. Vous avez 2 minutes. Oui, je voudrais simplement dire, enfin, un additif à ce que Gérard et Madé ont déjà dit. L'aspect économique du pays, il faut ajouter à cela un grand homme d'État laisse des empreintes. Félix Houphouët-Boigny a bâti ces pays. Aujourd'hui, le PDCI fait référence à ce que Houphouët a fait. Quand Bédier et Ouattara sont venus, ils n'ont pas laissé d'empreinte. Gbagbo en train de construire l'autoroute. La route précède le développement. C'est un aspect économique. Gbagbo aujourd'hui en train de faire effectivement le transfert de la capitale à Yamoussoukro. Ce transfert, la loi a été votée en 1983. Bédier est resté plus de 6 ans au pouvoir. Il était soucieux plutôt à construire une autre capitale. Et tout l'investissement, l'argent, on parle toujours de l'économie, les milliards que nous avons engloutis à Yamoussoukro, ce serait jeté à l'eau. Gbagbo est en train de récupérer ça aujourd'hui. Sous Gbagbo aujourd'hui, nous avons effectivement des aspects comme le port de chaque ville qui est en train de construire. Ces ports-là, économiquement, nous rapportent. Nous avons aujourd'hui le café cacao dont les gens ont parlé. Au moins, il faut reconnaître, même quand le lièvre, tu n'aimes pas le lièvre, il faut le reconnaître, qu'il court au moins vite. Dieu merci que Gbagbo, il n'a pas sa main dedans. Même s'il a donné la filière aux gens et qu'ils ont volé, il faut au moins reconnaître que lui-même, là, il ne voulait pas. Et il a dit une fois, moi au moins, mes enfants ne vendent pas le riz en Côte d'Ivoire. Ça, c'était aussi important. Ok, cette présidentielle, l'inflation est galopante en Côte d'Ivoire, les salaires ont diminué, les prix ont augmenté. Le frère a parlé de des nouveaux riches. Est-ce que effectivement, au niveau de la majorité présidentielle, il y a des nouveaux riches? Vous avez la parole. Voilà, je vous remercie. Frère Chérif, et puis l'autre frère dont je n'ai pas retenu, le frère Fabien. Fabien Bengué. Je vais parler de l'aspect de la corruption. Vous savez, quand on aime son pays, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et nul ne peut s'asseoir ici et dire qu'il n'y a pas de corruption en Côte d'Ivoire. Ce que je voudrais tout simplement rappeler, c'est que la corruption en Côte d'Ivoire n'est pas un phénomène nouveau.
depuis très longtemps déjà, même au temps du président Félix Houphouët-Boigny, il avait institutionnalisé la corruption en ces termes, et je cite, « On ne regarde pas dans la bouche de celui qui crie l'arachide ». C'est clair que c'était une façon de dire aux gens, si nous on gère l'argent, c'est normal qu'on se serve. Et la corruption, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on parle de cette période, mais la gabegie, le détournement des deniers publics, en période de guerre, c'est monnaie courante partout. Dans le monde entier, la guerre et le désordre font bon voisinage. Mais prenons le bilan du président Gbagbo, les 2 premières années, quand il a été élu, quand il n'y avait pas de guerre. Et voyons ce qu'il a fait. Parce que c'est à partir de ce postulat-là qu'il faut pouvoir juger quelqu'un. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, quand on parle de gabegie ou bien quand on parle de corruption, il n'y a pas seulement que ceux qui sont au pouvoir qui le font. Quel ministre du PDCI qui ne vole pas l'argent en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas seulement que les fonctionnaires du FPI qu'il y a en Côte d'Ivoire. Qui ne volent pas? Les policiers que vous voyez dans la rue. On vous a dit qu'ils sont tous de la majorité présidentielle. Les gendarmes. On vous a dit qu'ils sont tous de la majorité présidentielle. L'administration. Mais c'est de cela qu'il est question. C'est pour cela qu'il faut qu'on aille à des élections transparentes, démocratiques, où un homme sera élu, responsable devant le peuple, auquel il doit rendre compte. Je pense qu'aujourd'hui, vouloir juger la gestion d'un président en cette période de crise ne sera pas juste, à mon avis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption en Côte d'Ivoire, mais je dis que c'est toute la Côte d'Ivoire, tout entière, que ce soit le PDCI, que ce soit le RDR, que ce soit le FPI, que ce soit l'USP, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, nous le savons tous, sont tous corrompus. Le seul, ou bien les quelques-uns que je peux dire aujourd'hui ne sont pas corrompus, dont je n'ai pas entendu les noms cités dans la corruption en Côte d'Ivoire, à leur tête, il y a le président Laurent Gbagbo. Il y a le président Mamadou Koulibaly. On peut tout leur reprocher, mais quand il s'agit de corruption, si on est intellectuellement honnête, à moins qu'on nous donne la preuve aujourd'hui, du contraire, ceux-là n'ont jamais été cités dans une histoire de corruption en Côte d'Ivoire. Et quand c'est comme ça, il y a espoir. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Je vais donner la parole à mon ami pour répondre à la deuxième question. Non, je vais demander... Elle a dit Tifo. Oui, ok. Elle a dit Tifo. Comme mon frère l'a dit, je ne vais pas être plus long que ça. Je signale que tout à l'heure, les autres sur le panel peuvent faire la réplique. Hein. C'est la question? Oui. Ok, il n'y a pas de problème. C'est la question qui m'a été... Oui, allez-y, allez-y. On n'a aucun problème. La question de la corruption est une question d'abord universelle. Voilà, il n'y a aucun pays sans corruption. Je pense que les gens se méprennent un peu sur l'ampleur ou bien sur la notion de corruption. Ce qui est important dans la corruption, c'est la sanction. C'est ça qui est important dans la corruption. Sinon, les hommes ou les femmes, généralement, en position de responsabilité, peuvent être tentés de se laisser corrompre. Ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est la sanction. On nous dit corruption, les nouveaux riches, etc. On est dans ce même pays, on est des Ivoiriens. On a un Ivoirien qui s'appelle Conan Bédié, qui a su facturer des usines de canne à sucre, à Borotou. Voilà, à Poufalon. Ce monsieur, ça c'est la corruption. C'est un détournement de fonds. On lui a donné de l'argent pour construire des usines, il a fait autre chose avec. Ce monsieur n'a jamais été en prison. Hein. Il a même été nommé ailleurs, promu. La corruption existe. On dit l'affaire le Roger Nastra, les gens disent, bon, ce n'est rien du tout, parce que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, comme la parole est libérée, chacun parle, chacun critique, etc. Mais ce n'est pas nouveau, ce n'est pas normal, ce n'est pas nouveau. Mais ce que je veux dire, c'est la sanction. Qui, en Côte d'Ivoire, a mis ses collaborateurs en prison? Qui a mis des gens qui ont détourné de l'argent en prison? C'est Laurent Gbagbo. C'est la vérité. Voilà. Des gens soupçonnés d'avoir détourné des fonds ont été mis en prison sous Laurent Gbagbo. Des propres collaborateurs et des amis. Et c'est important qu'on le remarque. Le PDC n'a jamais fait ça. Ok. Et il fera encore mieux. Merci cher frère. Alors si quelqu'un dans le panel veut faire la réplique, allez-y, rapidement. Je voulais
juste allez-y. Je voulais intervenir sur la corruption. Je crois que c'est dommage. Ceux mêmes qui sont assis là, je me demande bien pourquoi est-ce qu'ils ont voté Gbagbo en 2000. On vote Gbagbo sur un programme. Gbagbo a été voté parce qu'il y avait un déficit par rapport à la gestion des autres. Voilà pourquoi une grande majorité des Ivoiriens, pour des conditions que nous savons, ont voté pour Gbagbo. Mais quand vous arrivez au pouvoir et que 10 ans après, le mécanisme de la lutte contre la corruption n'est pas mis en place, c'est vrai que même ici, il y a la corruption. Mais vous mettez un mécanisme en place pour freiner la corruption. Mais vous ne dites pas, parce qu'il y a la corruption, c'est un phénomène, parce que c'est ce que j'entends, c'est un phénomène mondial, c'est naturel, on peut faire la corruption. Les personnes en prison, quelles sont ceux qui ont été en prison? Mais nous savons tous, à moins que vous ne saviez pas. C'est sur la pression de la communauté internationale que les messieurs du café et du cacao sont en prison. M. Gbagbo est passé à la télé, s'il vous plaît. Vous savez, c'est dommage. On veut entretenir les gens pour qu'ils aient un esprit par rapport à ce qui se passe. Mais si on veut aller faire du ping-pong, en fait, c'est pas pour ça que moi je suis là. Voilà, c'est pas l'objectif. Mais M. Gbagbo est passé à la télé lui-même quand il nous a dit que, mais on dit que les gens ont volé. Les gens n'ont pas volé. Que lui, il a pris et l'État a pris son argent. Maintenant, eux, ils sont les agriculteurs. S'ils ont bouffé leur argent entre eux, c'est eux-mêmes que pourquoi vous dites que vous voulez que je fasse quoi? Parce que pour lui, c'est l'État. Alors, je voulais aussi revenir pour dire à M. Seri que le transfert de la capitale en elle-même n'est pas un programme économique. Vous savez, la loi a été votée en 1983. Lorsque, à son nom, Dilo a dit qu'il faut transférer la capitale, il venait du Sénégal. Mais Houphouët-Boigny est resté au pouvoir 10 ans pendant, de 83 à 93. Aucun acte n'a été posé. Pas parce qu'on ne voulait pas, mais le transfert d'une capitale s'est fait pendant des conditions économiques prospères et propices. La situation économique de la Côte d'Ivoire ne permettait pas de faire ce transfert. Aujourd'hui, vous allez demander aux Ivoiriens, vous aurez préféré le transfert de la capitale ou alors avoir de l'argent dans votre panier pour aller faire le marché et manger. Ils vont vous dire, on préfère plutôt manger, se faire soigner, que d'avoir le transfert de la capitale. Il faut avoir une croissance économique. Même, votre micro, s'il vous plaît. Merci. Même à Abuja et à Brasilia, parce que ce sont les transferts de notre temps moderne. Ça n'a pas repris que 10 ans après. Il a fallu d'abord la croissance économique pour supporter le transfert. Et le transfert de la capitale avec le PDC était prévu après 2000. Parce que quand on part avec une croissance 6 et 7%, ça nous permet d'avoir les moyens de faire le transfert. Les gens ne mangent pas, vous voulez, parce qu'ils veulent s'inscrire dans l'histoire, il faut aller construire le palais, le ceci, le cela. Demandez aux Ivoiriens aujourd'hui quel est le choix. Vous voulez manger, vous voulez à l'école. Je vous rappelle que c'est 15 $ par tête d'habitant pour la santé sur chaque Ivoirien. Quand au Burkina Faso c'est 50 $, au Mali c'est 34 $. Je ne suis pas sûr que les Ivoiriens auraient préféré le transfert de la capitale avant de manger. Donc il y a certaines choses qu'il faut voir. Merci. Merci. Au niveau, nous allons passer, donc, vous voulez intervenir? Oui, oui. Bon, le camarade disait que, tout de suite qu'il se demande pourquoi l'Ivoirien mange une seule fois par jour. C'est ça? J'ai entendu ça? Oui, c'est simple, c'est simple. Ceux qui sont venus au pouvoir, ils sont arrivés pauvres. Ils ont pris le pouvoir pauvre. Donc, ils se sont concentrés sur eux-mêmes. Ils ne se sont pas occupés des autres. Le temps de finir de remplir les poches, les Ivoiriens n'avaient plus rien à manger.